Nous avons toujours eu des bonnes relations. Le président Poutine et moi-même avons toujours eu de bonnes relations. C'est pourquoi il est si triste que cette guerre ait eu lieu. Ce ne serait jamais arrivé si j'avais été président. C'est tellement triste de voir ce qu'il s'est passé. Il y a tant de morts. D'ailleurs, tant de villes sont démolies là-bas. Vous parliez de Gaza. Eh bien, regardez l'Ukraine. Tant de ces villes sont aussi des sites de démolition, démolis. C'est tellement triste. Cela n'aurait jamais dû arriver. Tous ces beaux dômes dorés, mais surtout toutes ces belles personnes sont mortes. Et cela n'aurait jamais dû arriver. Et nous rejoignent sur ce plateau Mariana Perez-Benessiuk, bonsoir, merci beaucoup d'être là, merci à vous, merci à Emmanuel Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Et merci au colonel Michel Goya, bonsoir colonel. Bonsoir Darius. Première réaction peut-être vous, voix ukrainienne, Mariana Perez-Benessiuk, quand vous entendez ces déclarations et aussi et surtout le ton, on va lire ne serait-ce que le début du message de Vladimir Poutine ce soir, quand il parle de cet échange long, productif avec le président russe Poutine. Ils disent avoir discuté de tous les sujets. L'Ukraine d'abord. Il salue, il rappelle les sacrifices de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il parle aussi et surtout d'invitation mutuelle, c'est-à-dire Poutine à Washington et Trump à Moscou. Oui, non, mais pour l'instant, l'information que nous possédons, c'est qu'il est question de visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Là, cette invitation qui a été évoquée apparemment lors de la conversation téléphonique, elle est quand même beaucoup plus hypothétique. Mais ce qu'on peut dire, en fait, si on compare, si on met un miroir tous les communiqués de presse, que ce soit le président Trump concernant les deux conversations, que ce soit le communiqué du président Zelensky ou de Vladimir Poutine, on a l'impression que tout le monde se félicite. On a surtout l'impression que tout le monde se parlait des sujets de prédilection et que Trump, il a tout simplement parlé des sujets qui plaisent à Vladimir Poutine avec Vladimir Poutine et des sujets qui plaisent à Volodymyr Zelensky avec Volodymyr Zelensky. Assez rassuré en fait. Pardon ? On vous sent assez rassuré. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Enfin, jusqu'à présent, ce que nous avions, ce sont des paroles. Là, c'est peut-être le début des actes. Oui, parce que les conversations ont déjà eu lieu. Pour l'instant, c'est peu de choses, hein. Vous voyez ? Il y a beaucoup de voix ukrainiennes très positives sur Donald Trump. Je rappelle Oksana Menichuk, par exemple, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, qui a dit sur notre plateau à quel point beaucoup d'Ukrainiens aiment bien Trump, espèrent en Trump. C'est votre cas aussi ? Non, il faut se rappeler que les Ukrainiens ont pratiqué plusieurs présidents américains, dont déjà Donald Trump, et que surtout les Ukrainiens sont dans une guerre pour leur survie, pour la survie de leur État, pour la survie de leur nation, pour la survie également même de leurs proches sous l'occupation. Donc en fait, pour les Ukrainiens, que ce soit le président Biden, que ce soit le président Trump ou tout autre président, les Ukrainiens ont leur propre programme, et ils sont prêts, comme on a vu avec l'attitude du président Zelensky, les Ukrainiens sont prêts à aller chercher le soutien de n'importe quel président américain. Emmanuel Devilliers, vous êtes très en soutien toujours de Trump et de Musk. J'imagine que cette avancée faite par Trump vous satisfait. Il n'y a pas lieu d'être surpris, les choses se mettent en place. Il faut un cessez-le-feu au plus vite, c'est la première chose, et ensuite un plan de paix. Le cessez-le-feu peut être relativement rapide, par exemple horizon avril-mai. Le plan de paix sera plus long et surtout la garantie du plan de paix sera très difficile. L'âge moyen du combattant ukrainien actuellement est supérieur à 45 ans. Il faut arrêter cette guerre. Il n'y avait pas de solution militaire à cette guerre depuis le début. Certaines voix très rares l'avaient dit. Maintenant, j'observe que les gens changent un peu d'avis. J'entendais l'ambassadeur Haro. Le discours n'est plus du tout le même. Et il faut arrêter cette guerre qui n'a pas d'issue militaire et qui est un drame absolu. Alors, est-ce qu'il y a une issue militaire ou non ? Est-ce que les Ukrainiens continueront à se battre ? Non, je vous donne tout de suite la parole, mais écoutez ce que disent les États-Unis, puisque les États-Unis dévoilent leurs cartes. Et selon les États-Unis, contrairement à ce que longtemps ont dit les Ukrainiens, et j'imagine toujours, selon Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, il n'est pas possible actuellement de reconquérir le Donbass et la Crimée. Écoutez-le. Nous ne mettrons fin à cette guerre dévastatrice et n'établirons une paix durable qu'en associant la force des Alliés à une évaluation réaliste du champ de bataille. Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste.
Poursuivre cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrance. Voilà. Pourquoi les Américains disent-ils ça maintenant? Ils disent qu'il est illusoire de vouloir reconquérir le Donbass et la Crimée. Ils l'ont toujours dit, en fait. Ils ont toujours dit, globalement. Général Millet, c'était fin 2022, disait sensiblement la même chose. Dans cette guerre qui ressemble à un combat de boxe sans limite de temps, où on ne peut vaincre que par KO ou par jet de l'éponge d'un des deux camps, les Américains en particulier, et le reste aussi, n'ont donné les moyens, ne voulaient surtout pas d'un chaos de la Russie. Et donc, il parle là de négociation. Oui, non, mais bien sûr. C'est ça la grande différence. Là, on entre dans une négociation. Je rappelle que souvent les Ukrainiens ont rappelé, c'est le cas notamment sur notre plateau d'Alapoédie, que négocier, c'est du pétainisme, que c'est de la lâcheté. Pourquoi maintenant les Américains disent-ils ça? Attendez, et quand on parle qu'il n'y a pas d'issue militaire, il faut se rappeler que le début déjà de la guerre, l'invasion militaire, la solution militaire, elle a été actée par les Russes. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi exactement on lit ce message comme étant adressé aux Ukrainiens surtout, et pas aux Russes. Aux Russes aussi. Parce que il faut se rappeler une chose, et là, c'est vraiment une sorte de différence. Rappelons-nous de tweets de Donald Trump à l'occasion de changement de régime politique en Syrie, où Donald Trump, en fait, il a rebondi sur les Russes qui ont dû évacuer leur base militaire. Et en fait, de manière absolument extensive, il a dit, voyez, les Russes, ils n'ont rien à gagner, c'est parce qu'ils ont perdu énormément d'hommes en Ukraine et que cette guerre doit cesser. Donc, en fait, si on regarde les opinions de Donald Trump, c'est probablement les Russes qui ont énormément de pertes d'hommes. Donc, quand il parle de perte d'hommes qu'il faut arrêter, s'il le faut, il s'adresse à la Russie surtout. Vous avez raison, Marianne Le Pen a raison. Pourquoi ne pas continuer le combat? Pourquoi les Ukrainiens ne continueraient-ils pas le combat? C'est possible. En réalité, il y a deux options. Oui, mais attendez, pourquoi le président Zelensky parle de négocier? Il n'y a aucune raison de négocier. Il devrait continuer le combat. Ça dépend. Les deux pays sont à bout de souffle pour des raisons sensiblement différentes. Mais cette guerre est un drame. On est dans la 4e année, l'ambassadeur Haro l'a dit, d'une nouvelle guerre 14-18. Non, les deux pays sont à bout de souffle. Évidemment que la guerre peut se poursuivre comme en 14-18 jusqu'au dernier Allemand et au dernier Français. Enfin, soyons sérieux. Non, je suis pas d'accord. Militairement, l'Ukraine peut gagner cette guerre, mais plus avec le désengagement américain. Non, mais voilà, le vrai paramètre, c'est ça. C'est-à-dire, préciser, sans les Américains, les Ukrainiens et les Européens ne peuvent pas vaincre. On est incontestablement sur un bras de fer, et les choses sérieuses, les choses les plus importantes, il y a le front qui est visible, et le front, globalement, il bouge pas beaucoup. En revanche, tout ce qui se passe de manière invisible, derrière, c'est ça que les choses les plus importantes se passent. Et là, ce que constate, c'est que, effectivement, il y a cette année 2025, c'est une année où les deux adversaires sont épuisés, mais il y a toujours peut-être l'espoir que les Russes sont plus épuisés et s'usent plus dans ce conflit. Je termine. Qui sont plus que les Ukrainiens. Il y a des signes. Leur offensive s'arrête en ce moment. Ils ralentissent. Ils ont des pertes considérables. La réalité, c'est l'inverse. Je termine. Et donc, il y a cette possibilité, cette vision, cette théorie de la victoire, disant, écoutez, si on continue, 2025, là, ils sont en train d'épuiser leur stock d'équipements. 2025, peut-être qu'effectivement, on peut, si on continue le combat au même rythme, on peut peut-être, fin 2025, obtenir un changement de rapport de force et peut-être obtenir quelque chose. Ça, c'est une option. Mais cette option, elle dépend évidemment aussi beaucoup du soutien extérieur, elle dépend beaucoup de l'aide américaine. Si cette aide ne vient pas, il n'y a pas d'autre solution que plan B, de limiter les dégâts et de passer à autre chose, et puis peut-être plus tard... Mais alors précisez bien, ça veut dire que si les Américains cessent leur aide, il faut négocier? 80% de l'équipement militaire ukrainien est importé pour l'instant. Ça diminue, ils sont en train de monter en puissance eux-mêmes, et sur ces 80%, vous avez 50% qui vient des États-Unis. Voilà. Donc le centre de gravité... Pourquoi les Européens ne prendraient pas, eux, les 50% restants? Il ne faut pas les sous-estimer. Pas les sous-estimer, mais les moyens sont limités, mais c'est pas complètement impossible. Marianne Le Pen, est-ce que vous espérez que la guerre continue, que les Européens et les Ukrainiens disent, même sans les États-Unis, nous, on défend notre territoire national coûte que coûte? Ne travestissons pas les choses. C'est l'Ukraine qui a été attaquée, envahie. Justement. L'Ukraine appelée
à ce que cette guerre, cette invasion n'ait pas lieu. Le président Zelensky, il s'adressait même aux Russes la nuit de l'invasion en les appelant à ne pas le faire. L'Ukraine n'a jamais été opposée à une solution diplomatique. Au contraire, parce que c'est dans l'intérêt des Ukrainiens de ne pas mourir. Si on libère les territoires. Si on libère les territoires. Donc déjà, la question, c'est de quoi on parle, de quoi on va parler. Et pour l'instant, soyons clairs, même alors, aujourd'hui, dans son communiqué de presse, Vladimir Poutine, il a un tout petit peu avancé ses cartes pour dire que, avec le président Trump, ils ont parlé de négociations possibles, mais pour ça, il faut d'abord liquider les raisons de l'invasion. Je vous rappelle qu'il y a eu ce document qui a été divulgué, publié par le ministère des Affaires étrangères 2 jours, il me semble, avant l'invasion, où la Russie donnait ses raisons de la future invasion, à savoir la militarisation, attention, de l'Europe centrale. Et donc, pour la Russie, déjà, pour commencer les négociations, apparemment, il faut démilitariser les pays baltes. Et que les pays baltes sortent de l'OTAN. Donc déjà, on va voir à quel point c'est réalisable ou non. Vous voyez, l'Ukraine n'a pas de desiderata extravagant de ce genre. Mais pardon, précisez bien votre position. Est-ce que vous imaginez une seconde négociation avant que la Crimée et le Donbass, c'est le droit international, soient libérés? Mais il peut y avoir des négociations sur la libération de ce territoire, ou moins en partie. Mais un arrêt des combats avant que... Pour l'instant, nous n'avons pas. Vous avez remarqué que le plan de paix de Donald Trump, qui devait être mis en exécution durant les 24 heures et devait porter ses fruits, n'a jamais été divulgué pour l'instant. Donc, nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. Donc, il me semble que, surtout suite à la conférence de Munich, on verra peut-être, éventuellement, plus clairement, dans des jours et dans des semaines à venir. Oui, mais madame, pour revenir aux fondamentaux, et je reprends le propos du colonel, il n'y a pas de solution militaire dans cette guerre sur le terrain, si ce n'est un léger avantage dans les situations actuelles, à la Russie, déjà. Alors, avec le désengagement américain, la guerre ne peut pas se poursuivre à la faveur de l'Ukraine. Et de toute façon, la logique est maintenant à la paix. Il y a trop de malheurs pour pouvoir continuer encore. J'ai juste une question à poser. Pourquoi on table tous sur le désengagement américain ? Parce qu'il est déjà en filigrane. Non, mais comment pouvez-vous contester ça ? Parce que, là, encore une fois, on a peu de choses à analyser jusqu'à présent, on n'a que des paroles, mais si on prend les paroles, qu'est-ce qui a été dit ? C'est que, éventuellement, il n'y aura plus d'aide à l'Ukraine sans contrepartie, mais apparemment, le terrain d'entente pour la contrepartie et donc la poursuite d'aide militaire a été trouvé. Et deuxièmement, il n'y a pas eu de menaces que contre l'Ukraine, mais il y a eu surtout les menaces contre la Russie pour augmenter les sanctions. Et c'est là on revient vers ce qu'on a dit, la Première Guerre mondiale. Parce que, je ne comprends pas pourquoi vous dites que jusqu'au dernier homme, non, la Première Guerre mondiale, elle ne s'est pas arrêtée avec la mort du dernier Français ou du dernier Allemand, mais elle s'est arrêtée avec l'effondrement économique en Autriche et en Allemagne. Et donc, en effet, c'est de ce point de vue où je rejoins Michel, que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie ressemble à la Première Guerre mondiale, parce que c'est une guerre qui dure déjà très longtemps, qui est extrêmement... Les Français se sont battus jusqu'à ce que tout leur territoire national soit libéré. Ça a été une des conséquences de l'effondrement allemand. Enfin, c'est le but. Oui, c'est le territoire libéré. On a commencé par faire s'effondrer l'armée allemande, et après, effectivement... à la faveur des combats, pas à la faveur d'une négociation. C'est les combats qui ont mené à ça. Par la force. Mais c'est une guerre d'épuisement, y compris d'épuisement du Kremlin, on a décidé d'interpréter ces déclarations et là, de ce côté-là, à son avantage. Trump, écoutez le porte-parole du Kremlin. Au moins, il a annoncé que si jamais... Vous savez, tout phénomène a une chance sur deux de se produire. Pas accepté, c'est soit oui, soit non. Contre la Russie, je ne peux pas vraiment dire plus. En effet, gagner, mais le fait qu'une partie importante de l'Ukraine veuille devenir russe, la Russie, et qu'elle le soit déjà, plusieurs années déjà, la Russie cherche des ressources absolument. C'est un fait qui s'est produit. Regardez ce peuple qui, malgré de nombreux dangers, a fait la queue
et voter pour rejoindre la Fédération de Russie par référendum. Et vous avez raison de le rappeler. Cela correspond en grande partie au discours de Trump. Effectivement que eux donneront on a retrouvé les images du référendum septembre 2023, alors évidemment qui n'ont aucune valeur légale à l'échelle internationale. Est-ce que les gens avaient fait la queue? En l'occurrence, oui. Est-ce qu'ils étaient sous haute sécurité parce qu'il y avait des menaces? A priori, non. Magali disait, dans le cadre de toute garantie de sécurité, il n'y aura pas de troupes américaines déployées en Ukraine. Et Donald Trump, la sécurité européenne c'est peut-être oui, c'est peut-être non, mais là, effectivement, il va plus loin. Il dit, mais vous l'avez vu avec ce référendum. Dans ce cadre, les Ukrainiens, ils ont voulu fournir la part prépondérante de l'aide létale et non létale à l'Ukraine. C'est le même langage et c'est surtout la même simplification de la complexité géopolitique de ce conflit de la part de Donald Trump ou du régime de Moscou. Là-dessus, il parle le même langage. Là, sur les déclarations de Trump d'hier soir, effectivement, on est encore dans le monde de Trump. C'est-à-dire que ce conflit géopolitique entre l'Ukraine et la Russie n'est pas abordé sous l'angle du droit international, sous l'angle des valeurs, sous l'angle des alliances, sous l'angle de la cohérence géopolitique et géostratégique. Non, il est abordé sous l'angle du business. Parce que Trump est un acteur transactionnel. Il l'a dit, il veut un retour sur investissement sur l'argent que les États-Unis ont mis pour soutenir l'Ukraine militairement. Où là, ils vont être sollicités de manière grandissime. Vous parlez du business, donc on va y aller. Parce qu'il n'y avait pas que cette phrase, effectivement, est-ce que les Ukrainiens vont devenir russes un jour ou pas? C'est la suite de la phrase qui est importante. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Et je veux le récupérer. Je leur ai dit donc aux Ukrainiens, je veux récupérer l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares. Et les Ukrainiens ont accepté au moins, nous ne passons pas pour des idiots. Voilà l'objet de la transaction. Voilà, c'est l'objet de la transaction. Et en Ukraine se trouve un tiers des métaux rares et des terres rares dont dispose l'Europe. Et c'est ça qui intéresse Trump aujourd'hui, mais ça pose d'autres questions. Aujourd'hui, ces métaux rares et ces terres rares sont exploités. Ils sont exploités par des entreprises qui sont déjà sur place. Donc comment vont faire les Ukrainiens pour dessaisir les entreprises qui sont déjà en train soit d'extraire les métaux, soit d'entretenir ces terres rares? Comment va-t-il faire? Ça pose des multitudes de questions aussi sur la fiabilité, mais ça c'est une question pour toute l'Europe, sur la fiabilité de l'allié américain. Est-ce qu'un allié fiable est-il un allié transactionnel? Ça c'est une vraie question pour l'Europe. Peut-être y avoir un problème de confiance. Sauf que là, ce qu'il laisse entendre sur Fox News hier, c'est que c'est fait, les Ukrainiens ont accepté. Attendez, il faut dire que c'est Zelensky lui-même qui lui a proposé à Trump, qui lui a parlé de ces terres rares en disant... Parce qu'il y a un moment où il a fallu parler le langage de Donald Trump aussi, et c'est donc Zelensky le premier qui, conseillé notamment par des élus républicains qui lui expliquent un peu comment décrypter et comment convaincre un Donald Trump, dit il faut lui parler business, donc il faut lui parler terres rares, il faut lui parler contrat de reconstruction, et c'est comme ça que vous obtiendrez en effet le soutien américain. Et lors de cette réunion à New York, un mois avant l'élection, un peu plus d'un mois, c'est un peu ce discours-là déjà qui commence à poindre. Donc après, évidemment, on a aussi un Donald Trump qui s'engouffre dans la brèche. Alors moi, il y a deux choses dans cette citation que vous montriez qui m'interpellent. Il y a 500 milliards. Les Américains, ils ont mis 110 milliards à peu près pour l'Ukraine, entre l'aide militaire et l'aide économique. On voit que 500 milliards, c'est une enveloppe un peu très très large. Voilà. Donc pour $1, il en récupère 5 investis. Et puis alors, il y a cette phrase aussi qui termine « Au moins, nous ne passons pas pour des idiots ». Et alors ça, c'est vraiment la mentalité de Donald Trump, c'est-à-dire cette conviction que les Américains passent pour des imbéciles à force de financer la défense européenne, la défense de l'Ukraine, et qu'ils ne peuvent plus être la vache à lait en permanence, qu'ils ne peuvent pas passer pour des idiots. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans les discours de Donald Trump, et chez les électeurs de Trump, il y a cette conviction qu'avec Trump, on va se faire respecter. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup en discutant avec les électeurs MAGA. C'est vraiment de la Trump, Deuxième Guerre mondiale. Avec lui, on est pris au sérieux. Et donc,
je trouve qu'on retrouve cette idée-là. Au moins, on ne sera pas pris pour des idiots parce que l'argent qu'on a investi, on va le récupérer et on va le récupérer multiplié par 5 en fait. Voilà ce que dit Donald Trump. Alors ça, là, en faisant ça sur Fox News hier soir, il fait vraiment de la politique. Il fait de la politique américaine, plus certainement que de la diplomatie ou même du business. En fait, là, il met la pression sur Zelensky. Il met plus la pression sur Zelensky que sur Poutine. On voit bien, l'Ukraine, elle peut être russe ou elle peut ne pas être russe. Donc on voit qu'on est vraiment dans la façon de mettre la pression sur Zelensky. Mais est-ce que réellement, si ça ne tombe pas en sa faveur, en tout cas, de l'administration américaine, ça ne tombe pas en faveur des Américains, est-ce qu'il pourrait réellement aller jusqu'à livrer l'Ukraine à la Russie? Est-ce qu'il y aurait des contre-pouvoirs aux États-Unis? Il y en a qui pourraient l'en empêcher. Mais c'est toute la question, en fait, de qu'est-ce qu'il a véritablement dans la tête. Parce que dans l'entourage de Trump, il y a